Привет, ici Axel, et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que la Russie fait partie de l'Europe? Mais attends, juste avant, si tu ne me connais pas, sache que je suis professeur de russe. Je donne des cours via mon site internet, russedébutant.fr, et si tu veux te mettre rapidement au russe, ne serait-ce que par curiosité, eh bien j'ai un programme spécialement pour toi, l'alphabet russe en 7 jours. Son nom est assez clair, l'objectif c'est de t'enseigner l'alphabet russe en une semaine, et si tu te sens prêt à relever le défi, eh bien descends un peu sur la page YouTube et clique sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour rejoindre le programme. Ceci étant dit, répondons donc à la question qui est donc est-ce que la Russie fait partie de l'Europe ou de l'Asie? Donc tout d'abord, géographiquement, il faut savoir que le territoire russe s'étend sur l'Europe et l'Asie. Et si vous voulez un ordre d'idée en termes de pourcentage, on a 25% du territoire qui est en Europe et 74%, enfin 75 si on arrondit, qui est en Asie. Sachant que la séparation entre l'Europe et l'Asie se fait généralement, enfin c'est comme ça qu'on le dit, ça se fait au niveau de la chaîne de montagne qui est l'Oural, donc Oural, O-U-R-A-L, et donc la chaîne de montagne en Russie, que là j'ai symbolisé par un trait rouge sur la carte. Sur le plan démographique maintenant, eh bien c'est l'inverse. La majorité de la population russe se trouve dans la partie européenne, c'est là où on a 80% de la population, et les 20% restants se trouvent eh bien, dans la partie asiatique. Les amateurs de statistiques y verront une loi de Pareto, c'est-à-dire la fameuse loi 20-80. Bon, ici on est sur du 25-80, où 80% de la population russe occupe 25% du territoire, et les 20% restants de la population occupent les 80% restants du territoire. Donc ça, c'était sur les plans géographiques et démographiques. Maintenant, sur le plan historique, eh bien, l'histoire russe prend ses racines en Europe, avec Rurik, donc en russe Rurik, si je le prononce correctement, qui est un prince varègue qui a fondé l'État russe au IXe siècle. Et pour ceux qui ne savent pas, donc les Varègues, ce sont les ancêtres en fait, des Scandinaves. Donc c'est un peuple européen. Et donc voilà, l'histoire russe prend ses racines en Europe. Cependant, très rapidement, au XIIe siècle, l'histoire russe va se lier à l'histoire asiatique, du moins à l'Asie, avec le joug tataro-mongol. Donc tatar, mongolskay ig en russe. Hein, un joug en russe c'est ig, igo que ça s'écrit, ça se prononce ig. Et donc c'est la période pendant laquelle les Mongols, enfin les tataro-mongols, donc des peuples asiatiques, ont assis leur domination sur la Russie. Donc très rapidement, on voit que l'histoire russe c'est tout de même lié à l'Asie. Et si on parle maintenant des expéditions russes vers la Sibérie, donc la conquête en fait de l'Asie par les Russes, ben là ça commence au XVIe siècle, donc avec Yermak Timofeevitch, donc en français, enfin prononcé à la française Ermak Timofeevitch, qui est un cosaque à l'initiative de la première expédition en Sibérie. Et donc le départ de cette expédition s'est fait le 1er septembre 1581. Donc voilà ce qu'il en est sur le plan historique. Donc déjà, rien que pour récapituler ce qu'on a dit là, sur le plan géographique, la Russie, enfin le territoire russe, est beaucoup plus asiatique qu'européen. Enfin, c'est-à-dire que 25% en Europe, 75% en Asie. En ce qui concerne la démographie, donc la population, c'est l'inverse, 80% en Europe et 20% en Asie. En ce qui concerne l'histoire maintenant, l'histoire russe prend ses racines en Europe, avec les Varègues, qui sont des Européens, mais comme on l'a vu très rapidement, quelques siècles après, eh bien ça va quand même pas mal se lier à l'Asie, avec le joug tataro-mongol, mais aussi, eh bien, un peu plus tard encore, au XVIe siècle, les premières expéditions de Russes, en l'occurrence de Cosaques, vers la Sibérie, donc la conquête en fait de l'Asie par les Russes. Maintenant sur le plan politique actuel, quelle est la situation, quelle est la relation entre la Russie et l'Union européenne? Donc tout d'abord, sachez que la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. La Russie ne fait donc pas partie de l'Union européenne, tout simplement parce que les Russes sont un peuple indépendant, très attaché à leur souveraineté, et en fait pour eux il serait inconcevable de faire partie d'une structure supranationale telle que l'UE qui leur prendrait entre guillemets du pouvoir. Enfin, entre guillemets ou pas. Ensuite, en ce qui concerne l'espace Schengen, la Russie, enfin, son nom officiel c'est la Fédération de Russie, ne figure pas dans la liste des 26 membres de l'espace Schengen.
Donc une simple carte d'identité française ne suffira pas pour voyager là-bas. Si vous souhaitez partir en Russie, il faut faire une demande de visa. Il faut y aller avec son passeport déjà, faire une demande de visa. Et pour y rester longtemps, eh bien, ce sera une demande de résidence. Par contre, même si la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, de l'espace Schengen, il faut savoir qu'elle fait tout de même partie de certaines institutions européennes, comme le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc maintenant, culturellement, est-ce que la Russie est européenne ou asiatique? Alors, tout d'abord, on va répondre à cette question via plusieurs points avant de trancher, entre guillemets, la question. On va commencer par le point philosophique, disons ça comme ça. Si vous voulez, la Russie, depuis toujours, est tiraillée entre deux courants de pensée, que sont l'occidentalisme, en russe zapadnichество, et le slavophilisme, slavianofilstvo. Donc ces deux courants de pensée, je vais vous les expliquer maintenant. L'occidentalisme, c'est l'idée comme quoi la Russie doit être une nation européenne, au même titre que la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Aussi bien sur le plan politique, avec le libéralisme, qu'artistique et philosophique par exemple. Parmi les grandes figures du courant occidentaliste, on retrouve, alors dans l'histoire et la politique, on a Pierre Ier, qu'on appelle aussi Pierre le Grand, Piotr I ou Piotr Veliki, donc Pierre le Grand, qui a transféré la capitale russe de Moscou à Saint-Pétersbourg, donc c'était en 1703, pour justement ouvrir et rapprocher la Russie à l'Occident. Si on prend le domaine artistique, c'est bien entendu Pouchkine qui est le fer de lance, entre guillemets, de la pensée occidentaliste. Et donc de l'autre côté, donc là je vous ai présenté donc occidentaliste, on a les slavophiles ou slavophilistes, donc les partisans du slavophilisme, slavianofilstvo, qui eux considèrent que la Russie doit conserver ses traditions et que l'occidentalisation du pays, c'est une aberration qui lui fait perdre son identité profonde. Les personnages marquants de cette pensée sont Ivan le Terrible, donc ancien monarque russe, tsar, donc Ivan Grozny, Ivan le Terrible. Et si on prend un exemple dans la littérature, on a Léon Tolstoï, Lev Tolstoï. Et si vous voulez même un exemple plus récent en politique, on a Vladimir Poutine, dans une certaine mesure. On voit donc que pour certains Russes, eh bien, la Russie doit être européenne, tandis que pour d'autres, elle doit rester russe et conserver une distance vis-à-vis de l'Europe. En fait, depuis des siècles, c'est un débat, non, c'est même un tiraillement qui dure depuis des siècles et qui durera, je pense, encore bien longtemps. Je pense même qu'il n'aura pas de fin. Donc en fait, ça ne fait pas l'unanimité, même en Russie. Surtout en Russie d'ailleurs. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va faire un peu plus l'unanimité, c'est la langue russe. Donc sur le plan linguistique, la langue russe, donc en russe ça se dit Russki Язык. La langue russe, c'est une langue européenne qui fait partie de la famille des langues slaves orientales, au même titre que l'ukrainien et le biélorusse. Il se rapproche aussi des langues slaves comme le polonais, le tchèque, le serbo-croate et le bulgare par exemple. La langue russe, elle est aussi parlée hors de Russie, donc bien entendu c'est principalement en Russie qu'elle est parlée, enfin, je vous apprends rien en disant ça, mais elle est aussi parlée hors de Russie, principalement en ex-URSS, donc c'est le cas donc, dans les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. En Europe de l'Est, donc l'ex-URSS, que sont les pays que sont la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie. Dans le Caucase, donc avec la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En Asie centrale, avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Et dans d'autres pays pour des raisons, on va dire, plutôt historiques. Si on prend par exemple le cas de la Mongolie, eh bien, pendant la période soviétique, c'était un État satellite donc de l'URSS, et donc naturellement, la langue russe a laissé un impact là-bas. Israël, par exemple, donc on le voit pas très bien, mais il est en tout petit sur la carte en bleu. En Israël, il y a des russophones, et à ma connaissance, c'est pour des raisons principalement migratoires. Et pareil, là, vous voyez qu'en Amérique, il y a aussi des points où le russe est parlé. Là, par exemple, là où je vous ai mis la flèche, c'est à New York. Donc, il y a un quartier russe à New York. Donc, son nom, c'est Brighton Beach, donc la plage de Brighton, en français Brighton Beach, si on le prononce à la française.
Et ce quartier est surnommé Little Odessa, donc la petite Odessa, Odessa pardon, étant une ville en Ukraine, une ville assez importante d'ailleurs, j'imagine parce qu'il y a une forte diaspora ukrainienne, enfin russo-ukrainienne même, parce que ce sont des russophones qui vivent à Odessa, donc une forte diaspora russo-ukrainienne dans le quartier de Brighton Beach à New York. Et donc du coup, pour répondre à la question, la culture russe, est-ce qu'elle est européenne ou est-ce qu'elle est asiatique? Eh bien, je vais vous donner une réponse qui ne va pas vous satisfaire, mais malheureusement, c'est ce qu'il y a de le plus proche de la réalité. C'est que la culture russe, en fait, c'est une culture à part. Bien que les Russes aient des similitudes avec nous, Européens de l'Ouest, ça reste un monde à part. Certes, nous sommes culturellement plus proches des Russes que des Japonais, mais cela ne signifie pas que la Russie est culturellement européenne pour autant. En plus, la Russie, ce n'est pas qu'un seul peuple, c'est plusieurs centaines de peuples vivant chacun dans leur région. Par exemple, vous voyez là à l'écran, je vous mets donc des Russes, comme on les connaît bien, mais il n'y a pas que des Russes en Russie. Il y a aussi des Tatars, il y a aussi des Bachkirs, il y a aussi des Bouriates, il y a aussi des Tchétchènes, il y a aussi des Kalmouks, et des centaines et des centaines. À ma connaissance, il y a plus d'une centaine de peuples en Russie qui se partagent en fait le territoire. Chacun en fait a un peu sa propre région historique. Et donc, faut pas voir la Russie comme une entité culturellement homogène, mais plutôt comme un ensemble de peuples vivant dans le même état, mais dans des régions différentes. Donc en fait, pour résumer tout ce qu'on a dit là, sur le plan géographique, la Russie s'étend sur l'Europe et l'Asie, avec la plus grosse partie du territoire en Asie. On est proche des 75%. Sur le plan démographique, par contre, c'est l'inverse. La plupart de la population russe est concentrée à l'ouest, donc dans la partie européenne du pays. Sur le plan historique, on voit que la Russie, l'histoire russe prend ses racines en Europe, mais très rapidement, au cours des siècles, elle va se lier à l'Asie, que ce soit par le joug tataro-mongol, ou tout simplement par l'expansion, par la suite, l'expansion du pays, enfin l'expansion russe en Sibérie, donc vers l'Asie. Sur le plan politique actuel vis-à-vis de l'Union européenne, la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle fait quand même partie de certaines institutions telles que le Conseil de l'Europe et la CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme. Sur le plan philosophique, la Russie est tiraillée entre deux idées que sont, comme je vous l'ai expliqué, l'occidentalisme et le slavophilisme. Donc c'est un conflit entre guillemets millénaire ou plutôt centenaire, non millénaire même, qui oppose tous les hommes politiques, hommes d'État et écrivains, philosophes russes. Sur le plan linguistique par contre, donc si on prend simplement la langue russe, c'est une langue européenne. Et sur le plan culturel et ethnographique, donc des ethnies, des différents peuples, eh bien la Russie ce n'est pas une entité homogène, c'est un ensemble de peuples qui vivent tous sur un même territoire, chacun dans leur région. Juste avant que tu t'en ailles, n'oublie pas que mon travail c'est d'enseigner le russe. Je t'invite donc à visiter mon site, russedébutant.fr, et si tu ne sais pas par où commencer, il te suffit d'aller sur mon site web, de cliquer sur le bouton en plein milieu de l'écran, et tout ce que tu auras à faire, c'est de te laisser guider par mes cours. Sur ce, je te remercie pour ton visionnage. Si tu as une question à me poser, écris-moi un commentaire ou un email à axel@russedébutant.fr. Пока.